La revue de presse avec Madame Polony, Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on continue l'inventaire. Le Figaro, attentat, les ratés de la lutte antiterroriste. On s'interroge sur la riposte. Le Parisien, quelle stratégie pour battre Daesh? L'Opinion, les patrons face à la fiche S. Mais on essaie aussi de regarder vers l'avant. Le Monde, la France d'après, Libération, régionale, campagne en urgence. La Croix, régionale, l'impossible campagne. Et bien justement, les régionales, dans 15 jours, on sera en train de commenter les résultats du premier tour. Mais oui, et visiblement, la presse cherche timidement à réintroduire le sujet élection. Dans Les Échos, Cécile Cornudet évoque ces politiques qui essayent de motiver les Français pour le scrutin qui arrive. Elle pose d'ailleurs la question presque indécente, mais qui est visiblement dans la tête de tous les analystes. À qui profite la guerre? Au PS? Au FN? Ce n'est pas parce que l'opinion approuve les mesures d'urgence, note-t-elle, qu'elle ne déplore pas qu'elles n'aient pas été prises plus tôt. Dans le Figaro, Guillaume Tabar résume la grande crainte de la droite que ces élections deviennent en partie un référendum sur l'attitude du chef de l'État au cours de la semaine écoulée. Le journal, bien sûr, présente longuement les ratés de la lutte antiterroriste, tout ce qui devrait inciter à un état des lieux sévère, mais au jeu des bilans. Le Figaro note aussi que, par exemple, les eurodéputés Front National sont de ceux qui ont bloqué l'élaboration par l'Europe du PNR, le fichier permettant de tracer les passagers d'avion. Pour autant, nous dit la Croix, de ce retour à la politique, on aurait tort de s'offusquer. Les historiens, rappelle Isabelle de Goulmine, ont amplement montré qu'en France, à part le bref été 1914, l'appel à l'unité nationale a toujours relevé du mythe. Après tout, dit-elle, ce qui distingue la démocratie du totalitarisme, c'est l'acceptation des clivages et la culture du débat. Oui, mais on espère que ce débat portera sur l'essentiel. Dans une guerre, il faut savoir désigner l'ennemi, Natacha. Mais oui, et le Nouvel Économiste affiche à sa une un titre qui justement nous rappelle l'essentiel. La victoire sera culturelle ou ne sera pas. Sous-titré « N'oubliez pas la leçon de Gramsci », du nom de cet intellectuel communiste italien, revenu à la mode récemment et qui théorisait l'idée que toute victoire politique est précédée d'une préemption du débat idéologique, ce qu'il appelait l'hégémonie culturelle. Jean-Michel Lamy déplore que le chef de l'État, devant le Congrès, ne se soit toujours pas décidé à désigner l'ennemi par ce qu'il appelle son nom signifiant, non pas Daesh, mais État islamique. Ce que disait Pour Valérie lui, Pécresse à l'instant d'ailleurs, avec Jean-Pierre Cabache. et visiblement ce que beaucoup disent dans la presse. Pour Jean-Michel Lamy, donc, l'instrument de lutte contre l'obscurantisme sera non pas cette guerre classique à l'ancienne à laquelle on nous prépare, mais une guerre de mouvement sur le renouveau des Lumières. Alors pour ce qui est de nommer l'ennemi, Marianne le fait à sa une. Des Omeyyades à Daesh, l'islamisme, notre ennemi. Dans son éditorial, Joseph Massescaron dénonce le festival de confusion intellectuelle qui a vu cette semaine des penseurs disculper les djihadistes au nom des discriminations, des ravages de la désocialisation provoqués par le monde occidental. Alors Marianne propose 50 pages historiques et politiques pour expliquer ce qu'est l'idéologie wahhabite, comment elle s'est répandue avec l'aide active de l'Arabie Saoudite, quels sont les théoriciens de l'islam intégriste obsédés de pureté et comment justement ils ont peu à peu conquis l'hégémonie culturelle sur une partie de l'islam. Comme en écho, l'écrivain algérien Kamel Daoud signe dans le New York Times un texte en français dénonçant l'Arabie Saoudite, ce Daesh qui a réussi. Daesh a une mère, dit-il, l'invasion de l'Irak. Mais il a aussi un père, l'Arabie Saoudite et son industrie idéologique. Si l'intervention occidentale a donné des raisons aux désespérés dans le monde arabe, le royaume saoudien leur a donné croyance et conviction. Si on ne comprend pas cela, écrit Kamel Daoud, on perd la guerre, même si on gagne des batailles, on tuera des djihadistes, mais ils renaîtront dans de prochaines générations et nourris des mêmes livres. Oui, la guerre est culturelle, dans le monde et en France, et nos armes, ce sont les Lumières. À une semaine de la COP21, on parle écologie également. Oui, parce que parmi les combats culturels à mener en Occident, il en est un pour retrouver un peu de sens face au consumérisme total et nihiliste. Et la figure de ce combat s'appelle Pierre Rabhi. Le magazine Vanity Fair consacre un article à ce paysan philosophe installé en Ardèche et qui est devenu l'idole de Marion Cotillard, de Leonardo DiCaprio. Ses réflexions sur la terre nourricière, sur la modération heureuse sont absolument cruciales. Mais l'article raconte aussi comment ses proches s'inquiètent de cette nouvelle vague de soutien, de ces millionnaires qui veulent l'aider et promettent des financements comme pour s'acheter une conscience. La rencontre avec Leonardo DiCaprio au lendemain d'une soirée de charité s'est passée sur un yacht. L'acteur a surgi sur le pont, a demandé aux filles en bikini de rejoindre leur cabine. Puis ils ont parlé tous deux, évolution de l'agriculture et lutte contre les OGM. Ce soir-là, Pierre Rabhi a eu une de ses habituelles crises d'angoisse. Quand le système s'intéresse tellement à un homme, est-ce qu'il n'est pas en fait en train de le digérer ?
On parle de trafic d'animaux et d'orang-outans. Oui, parce qu'il y a cet article sur le site Slate, les orang-outans en danger. Alors je sais, ça peut paraître loin après ce qui s'est passé à Paris, mais les incendies provoqués par les producteurs d'huile de palme en Indonésie ont asphyxié toute une part de la faune sur des milliers d'hectares. Alors il faut regarder ces photos sur le site Slate, ces photos de ces singes qui sont les plus proches de l'homme, leur regard quand ils sont recueillis par les douaniers qui luttent contre le trafic d'espèces rares, l'infinie tristesse qui s'en dégage, quelque chose qui nous ramène à l'aube de notre humanité, parce qu'en fait il y en a bien plus de l'humanité dans ce regard que dans celui des fanatiques de la pureté. Une petite polémique pour finir. Ben oui, elle nous avait échappé ce week-end et donc elle est sur le site Causeur. Un article qui nous raconte cet épisode passé inaperçu du match Real Madrid FC Barcelone, parce que là, comme ailleurs, une Marseillaise a retenti. Alors on sait mais on sait que Karim Benzema justement ne goûte pas la Marseillaise. Mais cette fois, en fait, hasard ou expression de son inconscient, le brillant joueur des Bleus a éprouvé le besoin de cracher pour en saluer les dernières notes. Aussitôt, les réseaux sociaux se sont enflammés, lançant un de ces débats dont Twitter a le secret. Alors, intentionnel ou pas, le crachat ? N'oublions pas la leçon de Gramsci. La victoire sera culturelle ou ne sera pas. Encore faut-il réintroduire un tout petit peu de culture, même chez Karim Benzema. Le but est signé Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.